Alors, l'audience donc afférente à l'affaire C30-2016 est ouverte. Nous allons tout d'abord entendre les représentants de l'association Valeurs Républicaines donc pour 20 minutes. C'est monsieur donc Marlot et monsieur Krabi, c'est ça? Vous pouvez vous présenter respectivement? Monsieur Marlot. D'accord. Krabier, qui s'exprimeront, et ensuite nous donnerons la parole au gouvernement de Noé, également pour 20 minutes. Donc il s'agira de monsieur d'accord, et de madame Buech. Très bien, je remercie. Je donne sans désemparer la parole aux représentants de l'association Valeurs Républicaines. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, la direction de l'intégration du ministre de l'Intérieur de l'État de Noé a accordé une subvention à l'association Valeurs Républicaines que nous représentons aujourd'hui pour son soutien de 20 sessions de formation civique Welcome à destination des étrangers bénéficiaires d'une protection internationale. Cette subvention était composée de deux volets. Une première de 60 000 € au titre du Fonds européen d'intégration et une seconde de 40 000 € au titre du Fonds national pour l'identité noéenne. Le 15 janvier 2008, une loi constitutionnelle a été promulguée. Elle a disposé qu'en application du principe de la laïcité, la neutralité s'imposait à tous les usagers et les agents du service public de l'État de Noé. Cette exigence de neutralité a conduit le législateur d'interdire de manière générale le port du voile intégral dans les services publics, ce qui comprend aussi le programme Welcome. Suite à une enquête administrative, un rapport a été établi et a établi donc que l'association a toléré certaines pratiques relatives au port de signes religieux lors d'enseignement. Puis le ministère de l'Intérieur a adressé à l'association, sans l'avoir préalablement entendue, une décision ordonnant le remboursement de la moitié de la subvention accordée et portant exclusion de tout régime d'aide accordée au soutien de l'intégration pour les 10 prochaines années. Ensuite, l'association a décidé de former un recours contre cette décision devant la Cour administrative. L'association a demandé l'annulation de la décision pour violation de la directive 2078-CE, pour violation aussi du droit d'être entendu avant l'adoption d'une mesure individuelle défavorable et pour l'inapplicabilité des bases juridiques visées. La Cour administrative a sursis à statuer et a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour. L'État de Noé a interjeté appel de cette ordonnance car, selon lui, il n'était pas nécessaire, au regard des articles 267, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il a aussi décidé que la Cour administrative devait retirer ces questions préjudicielles et statuer sur l'affaire. La Cour administrative a décidé d'annuler la décision du ministère de l'Intérieur pour violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur le droit à une bonne administration, car l'association n'avait pas été informée avant la décision favorable. Le ministre de l'Intérieur a alors interjeté appel du jugement de la Cour administrative devant la Cour suprême. Cette juridiction suprême a annulé le jugement de la Cour administrative car, selon elle, l'article 41 de la Charte n'était pas applicable. Elle a estimé aussi que l'affaire était en état d'être jugée car la requête était irrecevable rationale temporis. L'association a entamé alors une action en responsabilité de l'État pour violation du droit de l'Union auprès de la Cour administrative. Cette dernière a décidé de surseoir à statuer et de poser 3 questions préjudicielles à la Cour sur lesquelles nous y reviendrons. Le ministre de la Justice a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance de renvoi auprès de la Cour suprême. La juridiction suprême a annulé cette ordonnance de renvoi le 15 septembre 2016 en violation de l'autorité de la chose jugée et a décidé que la Cour administrative devait retirer cette question préjudicielle et statuer sur la demande. La Cour administrative n'a pas retiré ces questions et a au contraire complété sa 3e question. Je donne maintenant la parole à mon confrère pour expliquer nos premières observations. Monsieur le Président, Mesdames les membres de la Cour, nous intervenons, Maître Marlot et moi-même, en soutien des droits de l'association Valeurs Républicaines. Permettez-nous de
formuler quelques observations à titre liminaire, portant sur l'action en remboursement poursuivie par l'État de Noé. Cette action est fondée sur des faits qui sont reprochés à l'association Valeurs républicaines. Or, ces faits sont prescrits. Les délais pour agir ont expiré. En effet, l'article 3 du règlement, numéro de 1988-95, pose que les délais de poursuite sont de 4 ans à partir de l'irrégularité ou de la fin de celle-ci. Or, le délai de prescription a commencé à courir à partir de septembre 2009, à savoir la date de la fin des formations. L'enquête, ouverte le 20 octobre 2009, a interrompu ce délai qui a recommencé à courir. Si on y ajoute les 4 années de délai de prescription, la demande de remboursement pouvait être formulée jusqu'à la date du 20 octobre 2013. Or, le gouvernement a adressé sa décision à l'association le 15 décembre 2013. L'action du gouvernement est irrecevable en ce que les faits poursuivis sont prescrits. Toutefois, s'il était retenu par votre cour que l'action de l'État de Noé est recevable, nous démontrerons qu'elle est manifestement infondée. Suite à cette action, de la part de l'État, 5 questions préjudicielles ont été soulevées devant votre cour, comme l'a rappelé mon confrère. La première de ces questions appelle nécessairement une réponse négative, tandis qu'il sera logiquement répondu par l'affirmative aux 4 questions suivantes. Concernant la première question, elle était formulée ainsi. Les règlements de 2012 et de 1995 peuvent-ils fonder, premièrement, la décision ordonnant le remboursement d'une subvention à l'association, l'exclusion de l'association de tout régime d'aide pour les 10 prochaines années? La réponse est claire, aucun de ces règlements n'est applicable en l'espèce. Notre démonstration se subdivisera en 2 points. Premièrement, le règlement de 1995 était inapplicable, nous verrons dans le second temps que le règlement de 2012 ne l'est pas plus. Commençons par évoquer l'inapplicabilité du règlement de 95, si vous le voulez. Donc son article 1er pose que la réglementation ne concerne que les mesures et les actions administratives portant sur les irrégularités au regard du droit communautaire. En l'espèce, la décision repose sur une enquête administrative nationale qui révèle que des stagiaires de l'association assistaient aux enseignements en portant des signes religieux, ce qui était contraire au droit national, à savoir donc le droit interne de l'État de Noé. Ce qui est reproché à l'association Valeurs républicaines est une violation du droit interne. Il ne saurait donc être reproché à cette association une attitude irrégulière au regard du droit de l'Union européenne et donc du règlement de 1995. Si tant est qu'il fût applicable, votre cour a jugé en 2010 que ces articles ne s'appliquent pas d'une manière telle qu'une sanction administrative puisse être infligée sur le fondement de ces seules dispositions. Ainsi, le règlement de 1995 ne peut utilement fonder la décision contestée, car il est inapplicable. Si tant est qu'il fût applicable, il est insuffisant à fonder la décision de l'État. Deuxièmement, le règlement de 2012. Il n'est pas non plus applicable en l'espèce. En effet, le gouvernement ne saurait se fonder pour sanctionner l'association Valeurs républicaines sur le règlement de 2012. Pour la simple et bonne raison que l'article 135 de ces règlements liste les sanctions susceptibles d'intervenir en cas d'irrégularité dans la mise en œuvre des subventions. Ainsi, à la lecture de ce texte, il apparaît clairement que l'exclusion de tout régime d'aide pour une période postérieure à la sanction n'y figure pas. À défaut de texte, aucune sanction ne saurait donc être prise. Le règlement ne peut donc fonder cette sanction. De plus, le règlement de 2012 pose très clairement, dans son point 5, que, avant toute sanction, l'État doit respecter le principe du contradictoire, qui est un des principes reconnus par la Cour de justice comme étant un des principes généraux du droit. En reprenant textuellement l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En vertu de ce principe cardinal du droit de l'Union européenne, l'intéressé aurait dû donc pouvoir présenter ses observations avant d'être sanctionné. En l'espèce, l'État a prononcé la sanction sans entendre préalablement l'association. Ce qui est regrettable, nous déplorons une violation du principe du contradictoire. Il convient donc d'en conclure que le règlement de 2012, pas plus que le règlement de 95, sont applicables à cette espèce. Ni l'un ni l'autre ne peuvent donc fonder ni la décision de remboursement de la part de l'État à l'encontre de l'association, ni l'exclusion de tout régime d'aide pour les 10 prochaines années. Les décisions prises par l'État de Noé sont donc infondées. Nous en arrivons logiquement à la deuxième question qui a été soulevée devant votre cour. Étant démontré que les règlements sur lesquels l'État de Noé s'est fondé sont inapplicables, la décision de l'État de Noé est-elle nécessairement invalide? La décision peut-elle constituer une violation caractérisée du droit de l'Union européenne, permettant donc à l'association d'engager sa responsabilité? Il conviendra de répondre par l'affirmative aux 2 questions. Et ce, pour 2 raisons. Tout d'abord, les décisions de l'État sont invalides. Ce faisant, l'État de Noé a violé gravement le droit de l'Union européenne, mettant ainsi en jeu sa responsabilité. Les décisions prises par l'État de Noé sont invalides. Au vu de l'exposé, force est de constater
que cette décision ne repose sur aucun texte. Aucune sanction ne pouvait donc être prise à l'encontre de l'association Valeurs Républicaines. Votre cour a maintes fois rappelé dans ses jurisprudences que la sanction ne peut reposer que sur une législation antérieure aux faits reprochés. Pour qualifier un acte d'infraction, il faut un texte qui qualifie les faits d'infraction. Sinon, il n'y a pas d'infraction. Nous observons que l'État de Noé ne dispose d'aucune réglementation sectorielle propre à sanctionner des irrégularités en matière de subvention d'une activité de formation. Aucune sanction n'était donc envisageable sur ce fondement. Mais l'État de Noé n'a pas hésité à affirmer également qu'il se fondait sur sa loi constitutionnelle. Ceci est impossible. Il est de jurisprudence constante que, sauf à le prévoir expressément, une loi ne saurait être rétroactive. L'association a bénéficié de la subvention le 1er mars 2008, soit 5 mois et demi avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 août. La loi étant non rétroactive, l'irrégularité reprochée à l'association n'était prévue dans aucun texte du droit noaïen. L'association ne peut donc être sanctionnée sur le fondement d'une loi qui n'existait pas au moment où la subvention lui a été octroyée. Ajoutons que votre cour a maintes fois aussi recommandé aux États membres, lors de la promulgation de lois nouvelles, pour garantir la sécurité juridique et la protection du principe de confiance légitime, de mettre en œuvre des mesures transitoires, afin de permettre aux citoyens de prendre leurs dispositions. Nous ne pouvons que déplorer que l'État de Noé n'ait pas jugé utile de tenir compte de vos recommandations. De fait, l'État de Noé a violé gravement le droit de l'Union européenne. Il en découle que cet État engage sa responsabilité. L'État de Noé a violé le droit de l'Union européenne de façon très grave. Pour mieux en prendre conscience, reprenons les critères qui sont habituellement utilisés par votre cour. Les critères sont les suivants. La méconnaissance manifeste et grave par l'État des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation. Le degré de clarté et de précision de la règle violée, l'erreur inexcusable de la part de l'État membre. En l'espèce, nous constatons une violation grave de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui pose le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Or, l'État a ordonné le remboursement de la subvention et l'exclusion de l'association de tout programme de subvention sans l'avoir entendu, prononçant ainsi cette sanction en violant le principe du contradictoire. Ceci constitue donc une violation d'un des principes cardinaux du droit de l'Union européenne. Pourtant, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux est d'une précision et d'une clarté absolue. L'État, en refusant d'entendre préalablement l'association, a donc commis une erreur de droit inexcusable. Les critères posés par votre cour sont donc remplis. L'État de Noé engage sa responsabilité pour les faits qui lui sont reprochés. De la responsabilité découle l'obligation de l'État de réparer les dommages causés à l'association. En reprenant la célèbre jurisprudence Pankovic, l'État membre doit réparer les dommages qu'il cause aux particuliers suite à une violation du droit de l'Union européenne. En l'espèce, reprenons simplement, il y a bien un fait dommageable en ce que l'État de Noé a violé le droit de l'Union européenne. Un dommage pour l'association privée de tout espoir de subvention pour son activité future. Troisièmement, un lien de causalité qui est évident. L'État de Noé a ainsi violé le droit de l'Union européenne de façon grave. Il engage sa responsabilité et devra réparer les dommages causés à l'association. Je laisse poursuivre mon confrère. Sur la première partie de la question C, le droit de l'Union européenne s'oppose-t-il à ce qu'une ordonnance de renvoi préjudiciel prononcée par une juridiction de premier ressort puisse faire l'objet d'un appel auprès de la juridiction supérieure susceptible dans ce cadre de prononcer l'annulation de la dite ordonnance, d'ordonner le retrait de la demande préjudicielle et de statuer sur l'affaire. En l'espèce, le droit de l'Union européenne s'opposait à ce que l'État de Noé interjette appel à l'encontre de l'ordonnance de renvoi préjudiciel. En effet, l'État de Noé ne pouvait pas estimer que les questions préjudicielles n'avaient aucune nécessité sur le fondement des articles 267 du TFUE et de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Sur l'article 267, paragraphe 3 du TFUE, l'appel formé par le gouvernement contre l'ordonnance de renvoi préjudiciel ne pouvait pas se fonder sur cet article. Selon une jurisprudence constante de votre cour, si le droit national peut prévoir des voies de recours contre un renvoi préjudiciel, seule la juridiction qui a formé ce recours peut maintenir, modifier ou supprimer ces questions. Par conséquent, le gouvernement ne pouvait pas, de sa propre initiative, contraindre la cour administrative de retirer ces questions préjudicielles. Sur l'exigence de célérité imposée par l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, le gouvernement ne saurait pas non plus justifier son appel de l'ordonnance de renvoi préjudiciel sur ce fondement. Cet article de la Convention prévoit notamment que les procédures juridictionnelles doivent respecter un délai raisonnable. En l'espèce, seulement 5 mois se sont écoulés entre le
recours de l'association en date du 12 janvier 2014 et l'appel interjeté par le gouvernement en date du 15 juin 2014. Donc le délai de la procédure était purement raisonnable. Sur la deuxième partie de la question C, cette pratique est-elle de nature à constituer une violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union européenne, ouvrant droit aux parties à l'instance à la réparation de dommages-intérêts éventuellement subis? L'appel formé par le gouvernement contre l'ordonnance de renvoi préjudiciel a causé un préjudice réparable pour l'association. Selon la jurisprudence de votre cour, la notion de préjudice réparable contient 3 conditions cumulatives, comme l'a rappelé antérieurement mon confrère. Sur la violation d'une norme conférant des droits subjectifs aux particuliers, le gouvernement a violé 2 règles, le principe de l'effet direct et le principe de primauté du droit communautaire. Sur le principe de l'effet direct, ce principe a été violé car le gouvernement a voulu contourner les questions préjudicielles posées à votre cour. Le gouvernement a craint que votre cour rende une décision favorable à l'association. Cette décision aurait eu pour effet de mettre fin aux effets du retrait indu de la subvention, si précieuse pour l'association. Les prétentions de l'association n'ont donc pas pu être éclairées par votre cour. Pour le principe de primauté, ce principe a été violé par le gouvernement. Ce dernier a voulu éviter que votre cour ne rende une décision favorable à l'association, ayant valeur normative obligatoire dans l'ordre juridique de l'État de Noé. Cette pratique constitue un grave désaveu au rôle unificateur de votre cour. Sur la violation suffisamment caractérisée d'une norme communautaire, le gouvernement a violé de manière suffisamment caractérisée l'article 267, paragraphe 3 du TFUE. La violation suffisamment caractérisée d'une norme communautaire peut être constituée par la violation de l'obligation de former un renvoi préjudiciel ou la méconnaissance d'une décision préjudicielle d'interprétation. En l'espèce, le gouvernement a été fautif car il a retiré de sa propre initiative les questions préjudicielles sollicitées par la Cour administrative. Enfin, sur la dernière condition du préjudice, le lien de causalité entre la violation et le préjudice invoqué, la violation de l'article 267, paragraphe 3 du TFUE par le gouvernement est la cause du préjudice subi par l'association. En l'espèce, le gouvernement a de sa propre initiative retiré des questions préjudicielles sollicitées par la Cour administrative. Donc la situation de l'association n'a pas pu être éclaircie par votre cour. Par conséquent, les 3 conditions du préjudice réparable sont réunies. Le gouvernement a donc causé un préjudice réparable à l'association. Venons maintenant à la question D. Le droit de l'Union, et notamment la Charte des droits fondamentaux ainsi que la directive 2078, s'oppose-t-il à ce que, dans les circonstances de l'espèce, la législation nationale mettant en œuvre un principe de neutralité inhérent à l'identité constitutionnelle nationale interdise de manière générale le port de signes religieux? Il convient de répondre à cette question par l'affirmative. La législation de l'État de Noé a violé la Charte et la directive. Sur la violation de la Charte, en interdisant de manière générale le port de signes religieux dans les services publics, le gouvernement a violé les articles 1er, 10 et 21 alinéa 1er de la Charte. Sur la violation de l'article 1er de la Charte, cet article protège le droit à la dignité. La liberté de porter des signes religieux permet de choisir l'élément de son existence, permet de garantir la pluralité et permet d'affirmer une identité culturelle. L'État se doit de respecter ces différences. Sur la violation de l'article 10 de la Charte, cet article protège la liberté de religion, qui comprend également la liberté de manifester sa religion. Dans ce domaine, l'État doit être neutre et ne peut imposer aux personnes aucune obligation de discrétion dans l'espace public. Sur la violation de l'article 21, alinéa 1er de la Charte, cet article protège le principe de non-discrimination, notamment en matière de religion et de conviction. En interdisant le port de signes religieux dans les services publics, le gouvernement a exclu du programme Welcome les pratiquants religieux sans aucun motif légitime. Toutes ces violations ne pourront pas être justifiées par l'État, car le port de signes religieux n'a causé aucun trouble à l'ordre public, et ce port de signes religieux ne porte pas atteinte aux droits et libertés d'autrui. Sur la violation de la directive, en interdisant de manière générale le port de signes religieux dans les services publics, l'État de Noé a commis une discrimination à l'égard des usagers du programme Welcome. Il a violé l'article 2, précisément, de cette directive. Cette directive est bien applicable au cas d'espèce, et la discrimination est bien constituée. Sur l'application de la directive adopte un
adopte un cadre général pour lutter contre les discriminations, notamment religieuses, en ce qui concerne l'emploi et le travail. Le programme Welcome permet l'intégration par le travail, par l'apprentissage de la langue, des traditions, des institutions, de la culture nationale et des connaissances relatives au fonctionnement du marché du travail. Ce programme est nécessaire à l'intégration optimale par le travail car il permet d'augmenter les chances d'embauche de ses bénéficiaires. Pour la violation de l'article 2 de cette directive, en interdisant de manière générale le port de signes religieux dans les services publics, le gouvernement a violé l'article 2 de cette directive qui interdit toute discrimination fondée sur la religion pour garantir le principe d'égalité de traitement. Il est évident qu'il s'agit d'une discrimination directe. Il est possible que, par extraordinaire, votre cour estime que la discrimination directe n'est pas constituée. Il sera donc démontré que cette discrimination peut être aussi qualifiée d'indirecte. Sur la discrimination directe, le gouvernement a commis une discrimination directe fondée sur la religion en matière d'emploi et de travail au regard de l'article 2 de la directive. En effet, les personnes qui portent des signes religieux ne peuvent plus accéder au programme Welcome qui est pourtant nécessaire à leur intégration par le travail. Si par extraordinaire, la Cour ne constatait pas cette discrimination directe, il convient de démontrer que cette discrimination aussi peut être qualifiée d'indirecte. Le gouvernement a commis une discrimination indirecte fondée sur la religion et les convictions en matière d'emploi et de travail au regard de l'article 2 de la directive. En effet, si des personnes portant des signes religieux n'ont pas directement été désignées comme étant exclues des services publics, ils s'en trouvent de fait exclus. Nous tenons à préciser à nos contradicteurs que cette violation du principe de non-discrimination n'a pas été prévue par la loi de l'État de Noé, et cette mesure ne peut pas être justifiée par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes ou par un objectif légitime et proportionné. Je passe maintenant la parole à nos confrères. Le temps est déjà dépassé, 20 minutes. Comme vous souhaitez, vous poursuivez. Oui, enfin, si possible, je très très rapidement la dernière question. Quant à la dernière question qui était posée à votre cour, il s'agissait de savoir si la juridiction de premier ressort doit ou non retirer sa demande préjudicielle pour se conformer à l'autorité de la chose jugée au plan national. Il conviendra de juger que non, et ce pour deux raisons. Premièrement, il n'y a pas autorité de la chose jugée en droit interne en ce que la Cour suprême n'a pas répondu aux questions posées par la Cour administrative. Deuxième point, quand bien même il y aurait autorité de la chose jugée au plan interne, elle ne fait nullement obstacle à ce que la Cour administrative puisse maintenir ces questions préjudicielles. L'État membre oppose l'autorité de la chose jugée pour empêcher la Cour administrative de soulever ces questions préjudicielles. Or, la Cour suprême n'a pas daigné répondre dans son arrêt du 17 juin 2015 aux questions posées par la Cour administrative dans ces questions préjudicielles, contrairement à ce qui pourra être prétendu. De fait, la Cour suprême s'est contentée de juger que la requête de l'association était irrécevable, rationnée temporis. Pourtant, c'est contestable. En effet, le recours formé contre la décision du 15 décembre 2013 a été déposé le 12 janvier 2014, soit moins d'un mois après. La requête était donc recevable, en application pure et simple du droit de la procédure de l'État de Noé. Par conséquent, la Cour suprême n'a pas répondu aux questions posées ce jour par la Cour administrative dans ces questions préjudicielles. L'ordonnance de recours préjudicielle formulée par la Cour administrative comporte donc les mêmes questions que celles posées à la Cour suprême, auxquelles elle n'a toujours pas répondu au fond. Il ne saurait donc être argué de bonne foi d'une quelconque autorité de la chose jugée sur le plan national. Quand bien même l'autorité de la chose jugée serait reconnue en droit interne, elle n'empêche nullement d'agir en droit de l'Union européenne et de faire écarter ladite autorité de la chose jugée éventuelle. Et ce, en vertu de l'application du principe d'effectivité du droit de l'Union européenne. Ce principe permet de faire primer le droit de l'Union européenne sur l'autorité de la chose jugée interne, en cas de contradiction. Il a été retenu par votre cour que l'autorité de la chose jugée en droit interne ne doit pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne, quitte pour le juge national à écarter l'autorité de la chose jugée en droit interne. En l'espèce, l'obligation faite à la Cour administrative de retirer ces questions préjudicielles, auxquelles la Cour suprême n'a pas répondu dans son arrêt, constitue donc un obstacle à la possibilité de recourir à l'interprétation du droit de l'Union européenne. Sa décision était donc contraire au principe d'effectivité du droit de l'Union européenne. L'autorité de la chose jugée invoquée par la Cour suprême devra donc être écartée, permettant ainsi à la Cour administrative de soulever devant votre Cour l'ensemble de ces questions préjudicielles. Monsieur le Président, Mesdames les membres du jury, nous vous remercions.
Merci. La parole est donnée au représentant du gouvernement de Noé pour donc 20 minutes. Je vous rappelle, le temps imparti est de 20 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les membres de la Cour, alors, comme l'a justement rappelé le requérant, l'association Valeurs républicaines, il s'agit d'une sanction. Aujourd'hui, le litige pour lequel nous sommes ici devant vous et nous représentons l'État de Noé pour cela, c'est parce que le ministre de l'Intérieur a sanctionné par une décision du 15 décembre 2013 l'association Valeurs républicaines. Cette association a entendu contester la décision de sanction du gouvernement. Elle l'a contestée via un recours devant la Cour d'appel. Nous avons, par un appel de cette décision, gagné ce recours et la décision n'a pas pu être contestée. Mais l'association vient à nouveau, sur un nouveau terrain cette fois-ci, encore au niveau interne, contester cette fois-ci le comportement de l'État de Noé, puisqu'elle introduit un recours en responsabilité de l'État pour violation du droit de l'Union européenne. Alors la Cour administrative saisie a jugé nécessaire de développer un renvoi préjudiciel. Nous avons fait appel de ce renvoi et la Cour suprême a accueilli favorablement notre appel puisqu'elle a décidé à la fois d'annuler la décision de renvoi préjudiciel et a ordonné à la Cour administrative, qui est d'un degré inférieur, elle lui a demandé tout simplement d'annuler le renvoi préjudiciel. Et c'est ici que se cristallisent toutes les tensions, puisque malgré la décision claire de la juridiction suprême au niveau interne de l'État de Noé, la Cour administrative a décidé de maintenir son renvoi préjudiciel devant vous, renvoi préjudiciel qui se compose de 5 questions, qui sont relatives à la fois au fondement ainsi qu'à l'invalidité de la décision de sanction, qui sont également relatives au mécanisme interne du renvoi préjudiciel. Et l'association Valeurs républicaines allègue que le droit de l'Union a été violé à la fois par l'État de Noé et par le juge noéen. Alors tout d'abord sera soulevée une irrecevabilité. Et si vous constatiez néanmoins la recevabilité des questions préjudicielles, dans un premier temps sera développé les arguments concernant les questions sur le mécanisme préjudiciel, les questions 3 et 5, puis mon confrère développera les arguments concernant le fond de l'affaire, qui sont les questions première, seconde et quatrième. Tout d'abord, à titre liminaire, nous désirons soulever l'irrecevabilité devant vous des questions préjudicielles. Cela parce que la jurisprudence de Luxembourg est claire sur ce point. Il y a certains critères de recevabilité. Un de ces critères est la réalité du litige. Et en l'espèce, comment des questions préjudicielles peuvent être réelles quand la Cour suprême d'un État a sur ces questions jugé qu'il fallait les annuler et les retirer. Donc il n'y a véritablement aucune réalité aux questions et c'est pour cela que nous demandons à ce que vous constatiez tout simplement l'irrecevabilité des 5 questions préjudicielles. Néanmoins, je développerai maintenant, si vous constatiez la recevabilité, des arguments relatifs au mécanisme préjudiciel. Alors la question numéro 3 fait état d'une contradiction ou non avec le droit de l'Union européenne. Alors, l'État de Noé a un mécanisme d'appel, c'est-à-dire que si une juridiction d'un degré inférieur décide un renvoi préjudiciel, il est possible d'interjeter appel et la Cour suprême peut annuler et ordonner le retrait de ce renvoi préjudiciel. Alors l'association estime que ça contreviendrait au droit de l'Union européenne, que ça viole la bonne administration de la justice. Néanmoins, nous estimons ici que cela est du ressort de l'autonomie procédurale interne et que
cette voie de recours de l'appel d'un renvoi préjudiciel est possible. Elle a même été consacrée dans la jurisprudence de la Cour de Luxembourg. Je pense à un arrêt Cartesio de 2008 qui prévoit qu'une annulation d'un renvoi préjudiciel est possible si elle est claire et si la sécurité juridique est conservée. Question 5 maintenant. L'autorité de la chose jugée invoquée pour retirer le renvoi préjudiciel est-elle contraire aux droits de l'Union européenne? Eh bien non. L'autorité de la chose jugée au niveau interne peut être justifiée par le juge de l'État de Noé sans que cela, encore une fois, soit contraire aux droits de l'Union européenne. Vous respectez dans votre jurisprudence d'ailleurs cette autorité de la chose jugée. C'est un arrêt Odile Jacob de 2014 qui vient le préciser. Et en cela, en l'espèce, la Cour suprême a effectivement respecté le mécanisme de l'autorité de la chose jugée puisque la triple identité entre les deux litiges est avérée. Finalement, Monsieur le Président, Mesdames les membres de la Cour, je vous demande de constater que le mécanisme d'appel sur un renvoi préjudiciel ne viole pas le droit de l'Union, que par conséquent, il ne peut entraîner une quelconque responsabilité de l'État de Noé, et je vous demanderai de constater que l'invocation au niveau interne de l'autorité de la chose jugée est tout à fait possible afin qu'une cour d'un degré inférieur ne puisse procéder à un renvoi préjudiciel. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, j'aimerais, à titre préliminaire, et s'agissant des questions relatives au fond, donc les questions 1, 2 et 4e, rappeler d'abord que l'action de l'État n'était pas prescrite, contrairement à ce que soutient l'association. En effet, l'État a considéré dans un rapport conclusif du 1er mars 2010 qu'il y avait bien effectivement des problèmes au sein de cette association et un non-respect notamment des normes constitutionnelles qui venaient d'être promulguées par l'État de Noé. À ce sujet, un arrêt du 11 juin 2015, Pfeffer und Langen, précise ce qu'il faut entendre à l'article 3, paragraphe 1 du règlement de 1995, lequel article, rappelons-le, dispose que les prescriptions des poursuites sont interrompues par tout acte porté à la connaissance d'une personne, de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction et à la poursuite de l'irrégularité. À l'évidence, ce peut être donc un rapport conclusif puisqu'on constate que ce rapport a été porté à la connaissance de l'association, qu'il tendait à la poursuite d'une irrégularité qui avait été constatée, et en tout état de cause, ce rapport devait donc interrompre le délai de prescription, et à partir du 1er mars 2010, on comprendra bien que les décisions qui a été prises au cours de l'année 2013 n'étaient absolument pas prescrites. S'agissant maintenant de la première question, elle traite, rappelez-vous, des fondements de la décision, et notamment du fait que celle-ci est fondée sur les règlements de 2012, 966/2012, et de 1988/95 de 1995. Il s'agissait de déterminer s'ils étaient susceptibles de fonder une mesure de retrait de subvention, mais aussi une mesure d'exclusion pour 10 ans de toute subvention pour l'association. Évidemment, l'association soutient que non, et pourtant la position de l'État est toute différente puisqu'elle considère que cette décision est parfaitement fondée. L'association soutient pour sa part que le règlement ne fonderait pas la décision dès lors qu'il serait inapplicable et que, de plus, l'État ne pouvait prendre ces mesures au vu des dits règlements. Il n'en est rien, et je développerai cette question en 3 points. S'agissant d'abord de l'irrecevabilité de la question, s'agissant ensuite du réglement des règlements qui étaient parfaitement applicables, et enfin du fait que ces règlements contenaient contenaient des dispositions qui permettaient de fonder cette décision. S'agissant d'abord de l'irrecevabilité de la question, effectivement dans sa partie 2, vous constaterez qu'elle demande à votre cour de constater une violation du droit de l'Union européenne.
Ce n'est pourtant pas le but du renvoi préjudiciel, et le champ du renvoi préjudiciel ne permet pas une telle constatation. En effet, s'il permet d'apprécier la validité d'un acte ou d'une disposition du droit de l'Union, ne permet pas d'apprécier la validité d'une décision nationale. Nous vous demanderons donc de déclarer irrecevable pour ce motif la question. Cependant, si par extraordinaire vous souhaitiez recevoir la question posée, alors nous constatons que les règlements sont parfaitement applicables et que soutenir l'inverse est totalement erroné. En effet, le règlement de 1995, en son article 5, pose que toute irrégularité entraîne le retrait de l'avantage indûment obtenu. C'est une règle générale. Ce règlement de 2012 n'est pas, je le confirme, sectoriel, ce n'est pas un règlement spécifique, mais néanmoins il est suffisant combiné avec une autre disposition, et notamment le règlement de 2012, puisqu'il s'agit d'un règlement qui est là non sectoriel, mais spécifique, tel que l'a reconnu un arrêt Somvao en 2014. Ces règlements sont donc applicables au présent litige. D'ailleurs, le règlement de 2012, s'il est contesté la date de son entrée en vigueur, reste néanmoins applicable, puisque la décision a été prise au cours de l'année 2013. On s'étonnera donc qu'il soit soutenu l'inverse. Les règlements fondent également les mesures, puisque l'article 135.4 du règlement de 2012 dispose que la sanction peut être prise en proportion de la gravité de l'irrégularité. C'est la raison pour laquelle nous avons pris une décision de laisser 40% des sommes à l'association No Way, puisque nous constations qu'elle avait effectivement commis une irrégularité à ce ratio. Par ailleurs, nous avons considéré qu'au terme de l'article 135, ce règlement nous permettait de réduire ou de recouvrer les sommes indues. C'est pour ça que nous avons appliqué une simple décision de retrait. Par ailleurs, j'aimerais rappeler aussi que cette décision de retrait et cette décision de prolongation, de suppression pour une durée de 10 ans des subventions a été faite en sollicitant les observations de l'association. Celle-ci soutient l'inverse, pourtant nous les avons bien mis nous les avons pourtant bien mis dans la possibilité de nous fournir des observations sur l'enquête qui avait été faite et de laquelle il en est découlé une sanction. Par ailleurs, le règlement de 1995, s'agissant de son article 5, prévoit dans les sanctions l'exclusion du bénéfice de l'avantage pour une période donnée. Il s'agit bien d'un avantage que cette subvention est d'une période donnée qui est de 10 ans. Nous constatons donc que les règlements sont parfaitement aptes à fonder cette décision. L'association développe cependant d'autres moyens. Prétendue violation de confiance légitime, on s'interrogera sur la déformation de cette notion. S'agissant ensuite de la question 2, effectivement, si les visas ne fondent pas la mesure de remboursement et d'exclusion, et si celle-ci est invalidée au vu de sa base juridique, invalidée au vu de sa base juridique erronée, nous avons prouvé que les fondements étaient là. Si par extraordinaire vous constatiez l'inverse, bien nous considérons qu'il n'y a pas eu de violation du droit de l'Union européenne, hormis le fait, encore une fois, que cette question est parfaitement irrecevable. Nous constatons que la base juridique erronée, si tel était votre constat, n'est pas un vice substantiel de nature à entraîner la disparition de cette décision. En effet, il est parfaitement possible de considérer que le règlement de 2002 pouvait se substituer au règlement de 2012, lequel est d'ailleurs presque identique sur les termes et donne exactement les mêmes sanctions en cas de non-respect d'une disposition du droit interne eu égard au cadre subventionnel posé par l'Union européenne. À ce titre, l'omission de la référence à une disposition précise du traité peut ne pas constituer un vice substantiel lorsque la base juridique de l'acte ne peut être déterminée à l'aide d'autres la base juridique de l'adhésion peut être déterminée à l'aide d'autres éléments que les textes, les visas erronés. Une jurisprudence constante. Depuis 2000, il n'y a eu aucun revirement sur cette jurisprudence. Nous vous demandons donc de constater que la décision, fût-elle erronée, disposait néanmoins d'autres dispositions qui permettaient de la fonder, et notamment la décision du Conseil 2007/28.
En tout état de cause, il n'y avait donc pas de vice substantiel. À titre très subsidiaire, nous rappelons que les normes transitoires ne s'imposent pas aux États. Il s'agit juste effectivement d'une recommandation du droit de l'Union européenne et que dans ces conditions, il était parfaitement envisageable d'appliquer le règlement de 2012. Nous constatons donc sur cette question numéro 2 qu'il n'y a pas de vice substantiel, qu'il n'y a pas de violation du droit de l'Union européenne, et qu'au demeurant, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui consacre le fait d'entendre la personne qui va faire l'objet d'une mesure défavorable ou d'une sanction, parfaitement été respectée, puisque l'association a été en mesure de s'expliquer. S'agissant enfin de la dernière question, relative à l'application du principe de neutralité, il s'agissait de déterminer s'il y avait une violation du droit de l'Union européenne, et notamment de l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux, de la directive 2000/78, et le fait aussi que le principe de neutralité interdirait de manière générale le port de signes religieux. Alors déjà, j'aimerais vraiment reformuler cette question. Il ne s'agit pas d'une interdiction générale, non seulement une interdiction au sein des services publics, ce qui nuance quand même très fortement le propos. De plus, il convient de considérer la particularité de Norway. C'est vrai que Norway n'est pas un État qui a la même politique en matière de neutralité et a fortiori de laïcité que la Suède, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni. Cependant, il n'y a pas d'interdiction ici générale, et j'aimerais rappeler que le principe de laïcité s'adapte en laissant une importante marge de manœuvre aux États. C'est d'ailleurs toute la particularité de ce droit qui est unique en son genre. Il n'y a donc pas d'interdiction générale ici, mais une restriction, qui d'ailleurs est justifiée de par sa finalité, puisqu'il s'agit simplement d'une protection de l'ordre public. Et nous rappelons également qu'il s'agit de respecter chaque religion, c'est-à-dire que cette neutralité permet à chaque individu de pouvoir exercer sa liberté de religion et sa liberté d'opinion dans le respect de l'autre, et sans que le prosélytisme ne puisse porter atteinte à notre ordre public. C'est pourquoi, au terme de ces observations, je vous demanderai de constater qu'à cette question 4, il n'y a pas d'atteinte à l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux, et qu'il n'y a pas non plus d'atteinte aux droits de l'Union européenne en général, je souhaitais aussi revenir rapidement, parce qu'effectivement une directive a été mentionnée, une directive relative à l'emploi. L'État de Norway ne sait pas vraiment ce que vient faire cette directive ici. Pourtant, l'association rappelle que dans le cadre justement de cette mise en place d'une subvention, cette subvention avait trait au fait de permettre l'intégration de ces personnes et pour finalité évidemment de leur permettre de trouver un emploi. Il semble donc qu'elle a parfaitement sa place ici. Nous souhaiterons donc constater qu'il y avait bien violation de la Charte des droits fondamentaux, du droit de l'Union et de la directive 2000/78, et nous demandons donc que vous apportiez une réponse positive à cette dernière question. Je vous remercie. La parole peut-être pour une réplique, si vous le souhaitez, aux représentants de l'association Valeurs Républicaines. Donc pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, j'ai envie de revenir sur certaines déclarations qui ont été faites par les conseils de l'État de Norway. En aucun cas, l'arrêt Cartesio, rendu en 2008 par votre Cour, a déclaré que les juridictions nationales, que le droit de faire appel d'une ordonnance préjudicielle n'a pas été remis en cause. Seulement, la seule juridiction nationale qui a formé la question préjudicielle peut retirer ou modifier la question préjudicielle posée à votre Cour. C'est ce que l'arrêt Cartesio a décidé.
aucune atteinte au principe du double degré de juridiction n'a été commise par l'État de Noé. En effet, le gouvernement a pu faire appel de la décision de la Cour administrative rendue après le renvoi préjudiciel. Donc, aucune atteinte de ce principe du double effet de double principe de double juridiction a été violée. Également, la Cour de justice doit répondre aux questions préjudicielles lorsqu'elle est saisie. Le gouvernement n'a pas la possibilité de déterminer si les questions préjudicielles posées à votre cour sont impertinentes, sont dénuées de sens, ou ont pour effet d'alourdir la durée de la procédure. S'agissant des motifs qui interdisent le port du voile, à aucun moment l'État de Noé ne justifiait de troubles à l'ordre public interdisant le port du voile. L'État de Noé a eu le même raisonnement que les maires français qui ont décidé d'interdire le port du burkini dans les plages de certains littoraux français. Le Conseil d'État a bien rappelé qu'à aucun moment l'ordre public n'était atteint. L'État de Noé en la matière se trompe. De même, ils estiment que la liberté de religion n'a pas été atteinte de manière générale. Cela dit, la restriction posée à la liberté de religion a été disproportionnée car elle s'applique aussi bien aux agents des services publics qu'aux usagers des services publics. Donc, les usagers du service public ne peuvent pas manifester leur religion par le port de leurs signes religieux. À aucun moment, un motif justifiait cette restriction. Aucun membre de l'association n'était vulnérable. À aucun moment, les membres de l'association n'ont exercé un prosélytisme abusif afin de convertir certaines personnes ou de leur transmettre des idées critiquables. Je vous remercie. Je transmets la parole à mon confrère. Monsieur le Président, Mesdames les membres du jury et de la Cour, permettez-nous de formuler plusieurs observations concernant ce qui vient d'être dit par nos confrères au soutien des droits de l'État de Noé. Tout d'abord, j'en profiterai pour compléter l'ensemble des accusations que j'ai pu formuler lors de notre plaidoirie à titre principal, en ajoutant que l'État de Noé a violé un autre principe pourtant mis en avant par le droit de l'Union européenne, à savoir le principe de confiance légitime. Le principe de confiance légitime permet théoriquement à chaque citoyen de pouvoir investir, de pouvoir travailler, de pouvoir prendre ses dispositions avec à l'esprit le fait que la stabilité des normes lui permettra de faire tout ceci sans que ceci soit chamboulé par la suite rapidement. La stabilité des normes est donc nécessaire pour tous les citoyens, toutes les personnes privées dont font partie les associations. Or, en l'espèce, nous avons une association qui se voit accorder une subvention de 100 000 €. Lui demander plusieurs années après de rembourser la moitié de ces sommes, à savoir 50 000 €, pour une association qui a exécuté l'ensemble de ses prestations, qui a exécuté l'ensemble des formations au profit de ses bénéficiaires, peut paraître légèrement abusif et en totale violation du principe de confiance légitime du droit de l'Union européenne. En effet, l'association a investi, a payé des salaires, a loué des salles, et ainsi se retrouve à subir un préjudice très important pour une structure telle qu'une association. Nous ne parlons pas d'une multinationale, évidemment. Ainsi, en plus d'être non fondée, en plus d'être dénuée de toute mesure transitoire permettant son application de façon facilitée, en plus de violer le principe du contradictoire, la décision de l'État de Noé a violé le principe de confiance légitime. J'ajoute à cela que ma consoeur a cité l'arrêt édition Audi Jacob de 2014, en citant le point 56 comme dans le mémoire de la partie adverse. Or, la jurisprudence constante qui est citée par la Cour de justice pose que les arrêts d'annulation prononcés par les juridictions de l'Union jouissent, dès qu'ils sont devenus définitifs, de l'autorité absolue de la chose jugée. En l'espèce, nous ne voyons pas vraiment ce que l'autorité de la chose jugée d'une décision de la Cour de justice et donc d'une juridiction de l'Union vient faire avec
un arrêt rendu par une Cour suprême au niveau national. Ainsi, l'autorité de la chose jugée n'aurait pas beaucoup de sens en l'espèce. De plus, arguer l'autorité de la chose jugée peut être intéressant, peut-être laisser à l'État l'espoir de s'exempter de toute responsabilité à l'égard de l'association. Pourtant, autorité de la chose jugée, comme il est argué en l'espèce, pour l'autorité de la chose jugée, il faut une triple identité. Or, j'aimerais qu'on me fasse la démonstration de l'identité d'objet et de l'entité de cause qu'il y a entre l'arrêt rendu par la Cour suprême et l'action et la question préjudicielle portant sur l'action éventuelle en responsabilité qui pourrait être formulée par l'association du fait du préjudice qu'elle a subi. Ainsi, en quoi la prétendue autorité de la chose jugée empêcherait-elle de soulever une question préjudicielle relevant et portant la question concernant la responsabilité de l'État? Je vous remercie. Merci. La parole aux agents du gouvernement de Noé pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les membres de la Cour, je répondrai brièvement aux arguments de l'association Valeurs Républicaines. Alors, quant au mécanisme d'appel et à la prétendue violation du droit de l'Union européenne par l'État de Noé, alors il est surprenant d'entendre, je cite, le gouvernement ne peut retirer de son propre fait, de sa propre initiative, le renvoi préjudiciel. Alors, le gouvernement ici n'a pas décidé du renvoi préjudiciel. Il s'est soumis à sa procédure administrative interne et il s'est soumis à l'appréciation souveraine de la Cour suprême. Donc par la suite, lorsqu'on vient dire qu'une violation suffisamment caractérisée est constituée en l'espèce parce que le gouvernement a décidé de retirer les questions préjudicielles, eh bien je ne vois pas en quoi il y aurait violation de l'Union, puisque l'État a juste formulé un appel et n'a pas décidé lui-même, le gouvernement n'a pas décidé lui-même de retirer les questions préjudicielles. Par conséquent, le gouvernement, lorsqu'il formule cet appel, ne peut violer ni l'effet direct, ni la primauté, qui sont des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne. Pour rebondir sur les arguments de la question 5 concernant l'autorité de la chose jugée, eh bien, on nous demande une démonstration sur les 3 points, sur cette fameuse triple identité, de partie, d'objet et de cause. C'est ce qu'a déclaré la Cour suprême dans son jugement retirant la question préjudicielle. Eh bien, l'identité d'objet, c'est ce fameux litige concernant la décision de sanction. L'identité de partie, c'est toujours l'association Valeurs Républicaines contre l'État de Noé. Et l'identité de cause ici est cristallisée en ce que les deux demandes aboutissent à une demande de somme d'argent. Ensuite, on conteste la jurisprudence Odile-Jacob de 2014, mais ce que l'on peut comprendre de cette jurisprudence, c'est que l'Union européenne, elle aussi à son niveau, consacre la notion générale d'autorité de la chose jugée en tant que principe juridique. Monsieur le Président, Mesdames les membres de la Cour, j'aimerais revenir d'abord sur la question 4, puisque l'État de Noé semble considérer l'État de Noé considère qu'il y avait bien un risque de trouble à l'ordre public. En effet, j'aimerais revenir sur la notion d'ordre public. Je rappelle que l'ordre public, ce n'est pas le fait de sanctionner quelqu'un une fois qu'il a fait une sanction. Il s'agit d'une pénalité. L'ordre public peut aussi avoir une vocation à prévenir un dommage. Et d'ailleurs, cet ordre public préventif qui a ici été mis en place. Pour soutenir son raisonnement, l'association considère que l'affaire du Burkini, qui s'est donc déroulée en France, et que je le sache, l'État de Noé n'est pas la France, et qui a d'ailleurs été jugé
soit dit en passant, en France et non dans une juridiction européenne ou de l'Union européenne, aurait considéré qu'une telle interdiction était disproportionnée. Je ne souhaite pas, à titre personnel, que le droit français commence à s'incorporer de manière tentaculaire dans notre ordre juridique, puisque nous avons nous aussi notre souveraineté. S'agissant de la confiance légitime de l'association, il y avait effectivement une enquête et un retrait. Alors, l'association constate que ce retrait est susceptible de lui porter, donc après les faits, un dommage, un préjudice. C'est tout le propre d'ailleurs d'un retrait, hein, c'est qu'il a lieu pour le passé. Il a lieu du coup rétroactivement. On constatera donc que mis à part une plainte injustifiée fondée sur la confiance légitime, l'association n'a guère d'autres arguments à opposer sur les décisions qui ont été prises à son encontre. Et à ce sujet, l'association n'avait qu'à respecter le droit de Noé. 3 ans plus tard, elle n'aurait pas eu à subir ce retrait. S'agissant également, pour revenir brièvement sur la jurisprudence de votre cour, qui a récemment évolué avec un arrêt du 14 mars 2017 s'agissant du port d'un signe religieux au sein d'une société, on constate que votre cour a considéré qu'une employée pouvait, dans le cadre de son travail, et donc dans un cadre plus privé que public, subir une restriction. On s'étonne donc qu'elle ne puisse pas, en public et dans un cadre très restreint, subir une restriction qui est fondée notamment eu égard aux autres personnes qu'elle est amenée à fréquenter en tant qu'usagée. C'est pourquoi nous n'avons pas d'autres observations à présenter sur ce point, puisque la restriction était à notre sens parfaitement justifiée, parfaitement proportionnée et parfaitement restreinte au seul secteur public et aux seuls usagers du service public. Merci. Nous vous remercions. Laissez Oui. on Écoutez, sort. pour le coup, je n'ai pas de questions, parce que c'était parfaitement clair et tout a parlé. Alors, Du coup, alors je lance les hostilités. Allons-y. Je me permets. Je vais peut-être faire comme tout à l'heure. Je vais commencer par l'association, puis par le gouvernement de Noé. Et je vais essayer d'équilibrer le nombre de questions, comme ça, il n'y aura pas de souci. Donc mes questions seront posées sur des problèmes assez factuels, puisque vous êtes porté énormément, justement, sur un argumentaire et juridique et factuel. Alors la première d'entre elles se situe notamment dans votre mémoire, dans lequel vous vous expliquez que finalement, apparemment, le gouvernement a fait en sorte que l'association ne puisse plus assurer donc la formation qui lui était proposée de faire, et que le gouvernement avait donc exclu en fait de l'association et de la formation un certain nombre de personnes. J'aimerais bien que vous éclaircissiez ce point parce que je ne vois pas en quoi il y a eu une expulsion en fait de personnes de l'association. C'était un argumentaire que vous avez soulevé tout à l'heure à l'oral. Je vous pose cette première question et puis après j'en poserai éventuellement une autre. Merci. Parce que j'ai entendu le terme, si vous voulez. Je pensais que ce qu'avait fait le gouvernement était simplement de retirer. Ce que j'entendais par le gouvernement a exclu du programme Welcome certains pratiquants religieux porteurs de signes religieux, et que non, ils n'ont pas expulsé physiquement un jour où les formations étaient opérées ces personnes. Et par cette loi constitutionnelle, les pratiquants religieux ne peuvent plus accéder de fait au programme Welcome. Parce que s'ils voulaient porter des signes religieux, ils rentreraient en infraction. Et donc, pour eux, ça constituerait une faute religieuse, un manquement à leur dogme. Et donc aujourd'hui, ils sont clairement dans l'incapacité d'accéder à ces formations qui sont nécessaires pour leur intégration au regard du travail dans l'état de Noé. Donc ils subissent une discrimination qui est clairement caractérisée. Donc ils ne sont pas dans la capacité d'accéder à cette formation. D'accord. Je peux me permettre de Oui, je prolonger, t'en prie. Oui. cette question. Vous dites que c'est une discrimination caractérisée. Est-ce que vous pouvez précisément la caractériser? Donc cette discrimination
elle est fondée sur la religion et les convictions des personnes en matière de travail et d'emploi. Donc, théoriquement, tous les étrangers bénéficiaires de la protection internationale ont droit au programme Welcome qui est dispensé par l'État de Noé. Sauf que la loi constitutionnelle de l'État de Noé prévoit, sur le fondement de la neutralité des services publics, cette loi interdit le port de signes religieux dans ces formations. Donc, elle établit bien une différence de traitement entre les étrangers bénéficiaires de ce programme qui ne portent pas de signes religieux et ceux qui décident porter un signe religieux parce que, d'après leur culture, d'après leur éducation, d'après leurs convictions, leur personnalité est amenée à les conduire à porter ces signes religieux. Donc il est bien clairement établi une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes, les personnes qui sont discrètes et les personnes qui veulent démontrer leurs signes religieux dans les services publics et dans tout lieu. Donc vous estimez que c'est une discrimination directe? J'ai tout à l'heure évoqué que cette discrimination était directe à titre principal et que cette discrimination était indirecte à titre subsidiaire. Donc aujourd'hui, je vous dis que cette discrimination est directe parce que le fait d'interdire le port de signes religieux dans les services publics exclut réellement ces personnes des services publics. Le motif de la loi est clairement établi. Il vise à exclure, à écarter des services publics, donc les personnes porteuses de ces signes religieux. Mais on peut également, si vous ne l'entendez pas ainsi, expliquer que cette discrimination est indirecte. En effet, la loi constitutionnelle de l'État de Noé n'a pas clairement exprimé l'idée d'exclusion des services publics d'une part de leurs étrangers bénéficiaires de la protection internationale. Mais de fait, elle n'était pas sans savoir que cette loi aurait pour conséquence de les écarter. Oui, alors, et dans l'hypothèse où elle serait, si la formation de jugement jugeait qu'effectivement, estimait qu'il s'agit plutôt d'une discrimination indirecte, vous n'êtes pas sans savoir que la directive de 1078 envisage des justifications aux discriminations indirectes, donc qui peuvent être justifiées. Quel est le point de vue de l'association sur les justifications qui pourraient être invoquées au soutien de cette discrimination indirecte? J'ai évoqué au cours de mes observations précédentes Oui. que l'État de Noé ne pouvait pas invoquer les exceptions au principe de non-discrimination prévu par cette directive. En effet, cette directive prévoit que, en cas d'exigence professionnelle particulière et déterminante, ou en cas de motif légitime et proportionné, l'État peut faire une exception à ce principe. En l'espèce, il n'est pas du tout démontré que ces exceptions sont justifiées. Il est tout à fait envisageable de porter des signes religieux dans les programmes Welcome qui visent à rassembler la population, qui visent à intégrer les populations, peu importe leurs différences. L'État de Noé doit inclure toutes ces populations dans leur programme d'intégration. Merci. Je vais poser ma deuxième question. De la même manière, vous avez soulevé lors de votre propos introductif le fait que finalement, ce qui posait problème pour le gouvernement, c'était qu'éventuellement, dans le cadre de l'association, il y ait eu un prosélytisme abusif. C'est ce que le gouvernement reproche effectivement à la formation qui est dispensée à l'intérieur de l'association. Elle laisse faire, apparemment, l'utilisation de signes religieux qui entraîneraient un prosélytisme abusif. Est-ce que pour vous, dans la modalité de fonctionnement de l'association, il y a justement la possibilité de commettre un tel prosélytisme religieux abusif? Et est-ce que le simple prosélytisme est acceptable de la part de votre institution et juridiquement éventuellement condamnable ou pas? Et je reformule la question. Bon, merci. Ça ira. Donc, l'État de Noé n'a jamais démontré que dans l'association et dans le programme Welcome, il y avait eu du prosélytisme abusif.
L'enquête a seulement démontré que l'association avait reconnu que certains bénéficiaires de ce programme avaient pu porter des signes religieux au cours des enseignements. Le simple port de signes religieux est-il constitutif d'un prosélytisme abusif? Non, je ne crois pas. Oui, l'association pourrait voir d'un mauvais œil et condamner le prosélytisme abusif dans des programmes de formation welcome qui sont présents pour rassembler les nouveaux arrivants et les intégrer dans l'État. En l'espèce, je n'ai pas vu de prosélytisme abusif qui a été intégré dans ces formations. Et vous admettez qu'il y a un certain prosélytisme en revanche. J'admets qu'on peut concevoir que le simple port de signes religieux par certaines personnes est constitutif d'un prosélytisme. Mais il n'est pas abusif. Le prosélytisme est accepté par votre cours et par le droit de l'Union européenne. Il est possible de manifester sa religion par des rites, par le port de certains vêtements, par certaines manifestations, pourvu qu'il ne soit pas abusif. Il y a une autre question, mais je ne sais pas si... Je vais continuer alors. Vous avez parlé d'une problématique relative au délai de prescription. Selon vous, effectivement, sa décision de retrait, il me semble, aurait été prescrite, ou du moins la poursuite du gouvernement, n'aurait pas été fait en temps utile. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer la manière dont vous avez calculé justement ce délai de prescription, s'il vous plaît? Parce que c'est quand même un fondement, en fait, important de votre argumentaire. C'est-à-dire que vous avez fait, alors je vais essayer de vous aider un peu dans le retour de vos notes. D'après ce dont je me souviens, vous avez fait commencer le délai de prescription le jour de l'ouverture de l'enquête, puisque celle-ci interrompait le délai. D'accord? Donc vous calculez, coupez-moi si j'ai mal compris, hein. Vous faites commencer le délai de prescription le 20 octobre 2009, de tête, c'est-à-dire le jour de l'ouverture de l'enquête, et vous rajoutez 4 années. Vous estimez que du coup, la décision du gouvernement, la sanction du gouvernement, éventuellement sa poursuite d'ailleurs, ne peut pas démarrer postérieurement au 20 octobre 2013. La question que je me pose, c'est de savoir si vous avez inclus dans votre délai, le calcul de délai, le temps et la durée de l'enquête en fait, qui a dû prendre, je pense, quelques semaines, voire quelques mois. Est-ce que du coup, le temps de l'enquête n'est pas un élément à prendre en compte dans le calcul de la prescription? Madame membre de la Cour, je vous remercie de vos questions. En effet, vous avez bien compris la façon dont on a calculé. On a repris le délai de poursuite de 4 années, les causes de prescription, les causes d'interruption, et avons fait commencer à courir le délai le 20 octobre 2009, à savoir le jour de l'enquête, le jour de l'ouverture de l'enquête, en donnant donc à l'État finalement 4 années à partir de cette date, c'est-à-dire jusqu'au 20 octobre 2013, pour adresser ses demandes à l'encontre de l'association. Le gouvernement ayant agi pour sa part donc le 15 décembre 2013. Alors, nous n'avons pas tenu compte de la durée de l'enquête dans cette durée. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu? Nous laissons la question à votre appréciation. Je suppose que ça prend un certain temps, faire une enquête de ce style-là, en fait. D'autant que, si je puis me permettre, il ressort des faits tels qu'ils ont été portés à la connaissance de la juridiction, que le rapport conclusif est intervenu le 1er mars 2010, ce qui laisse à penser que l'enquête s'est achevée, autant que nous pouvons être renseignés, à cette date. Et donc, effectivement, l'État a décidé de prendre des mesures le 15 décembre 2013, soit 3 ans et 6 mois après le terme de l'enquête. Ce qui est quand même un long délai, si je puis me permettre.
À quoi je vais me permettre de vous répondre que ce n'était pas la question qui vous avait été posée. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, dans les Qui délais... appartient au législateur de Tout à déterminer fait. la durée de prescription. Tout à fait. Mais, donc, dans... Qui, au passage, 4 ans est assez court. C'était bien que, avant l'intervention de ce règlement de 95, on avait des prescriptions qui pouvaient être, dans certains États membres, bien au-delà d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Mais bon. Pour en revenir à la question de la prescription, l'association a pris en compte la date de début de l'enquête pour une raison qui est simple, c'est finalement le seul élément qui a été communiqué à l'association. Le rapport conclusif ne lui a pas été communiqué, elle n'a pas eu l'occasion d'être entendue avant la prise de décision concernant la sanction. Ainsi, nous avons pris en compte la date qui nous a été communiquée, c'était la seule date dont nous avons eu connaissance. Quelque part, nous sanctionnons de cette manière l'inertie de l'État. Et je me permets quand même de vous dire que vous êtes l'association, vous avez été visité par le gouvernement, donc je pense que vous avez bien eu connaissance du fait qu'il y avait des gens dans vos locaux et que ça a duré, cette visitation, un certain temps. Oui. Donc vous ne pouvez pas simplement évoquer le fait que vous n'avez pas eu accès au rapport pour le calcul des prescriptions, puisque les gens, le gouvernement était dans vos locaux certainement plusieurs semaines. Tout à fait. Après, concernant les formations, elles ont eu lieu durant une année. L'enquête a duré assez longtemps. Ensuite, si vous voulez une formation qui dure une année, si on a une enquête qui se déroule au sein des locaux pour constater que des personnes et des membres de l'association, des stagiaires portent des signes religieux, à partir du moment où les formations sont terminées, il n'y a plus lieu de visiter les locaux de l'enquête pour le constater parce qu'il n'y a plus personne. Donc ainsi, je pense que le temps qu'a pris l'État pour visiter les locaux, certes, ça a pris un certain temps. Je pense que l'enquête qu'il a menée dans son coin sans nous entendre, ça a duré peut-être plus longtemps. Sauf que c'était toujours pas la première remarque de ma part, qui était la manière dont vous avez calculé, en fait, le délai de prescription. Alors ma réponse sera simple. C'était pas la justification de cette intervention dans vos locaux. C'est la façon dont nous avons calculé les délais. Nous laissons à votre appréciation la façon de les calculer in fine. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je vais être obligée de poser des questions? Est-ce que... Enfin, moi, personnellement... Moi, je peux poser... oui, non, je t'en prie. Non, mais le tout, c'est qu'on est le même nombre de questions. Du gouvernement de Noé. Une question très simple. Dans l'affaire qui nous occupe, la Charte des droits fondamentaux a été évoquée. Et je voudrais connaître le point de vue, ou tout au moins avoir des précisions quant à l'appréciation de l'applicabilité de la Charte dans cette affaire selon le gouvernement de Noé. Quelle est votre position à la matière? Est-ce que vous estimez que la Charte est d'application? Ça, c'est une première question. Monsieur le Président, Mesdames les membres de la Cour, la Charte fait partie intégrante du droit de l'Union européenne et à ce titre, elle se doit d'être respectée par l'État, d'autant plus que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est une reprise quasi intégrale de la Convention européenne des droits de l'homme, convention à laquelle l'État de Noé est parti. D'accord. Alors j'avais une deuxième question, mais pas de complément à cet égard. Là, j'aimerais dire qu'effectivement, oui. Cette charte reprend d'une certaine Je vous en prie. Oui. Cette charte, effectivement, reprend pour partie la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. C'est vrai qu'on retrouve certaines dispositions, et même on va dire on retrouve l'essentiel des dispositions dans l'une et dans l'autre. Si la première, effectivement, a été ratifiée au sein de l'Europe, la seconde s'impose aux membres de l'Union européenne, uniquement s'agissant donc de la Charte des droits fondamentaux. Et elle est invocable, je dirais aussi, par l'État de Noé dans la mesure où il y a à la fois, certes, un effet horizontal, mais aussi un effet vertical de cette charte qui donc peut être opposé à tout le monde et même à ses ressortissants. D'accord. Oui. Je rebondis en fait sur la charte, c'est pour ça que je me permets, monsieur. Dans votre mémoire de tête, hein,
vous évoquez le fait que l'article 41 de la Charte fondamentale ne peut pas s'appliquer au cas de l'espèce parce que cet article 41 ne vise que des décisions défavorables. Or ici, la décision que prend le gouvernement est une sanction. Donc vous décidez de ne pas faire entrer dans le champ d'application de l'article 41 de la Charte une sanction parce que ce n'est pas une mesure défavorable. Comment vous pouvez m'expliquer qu'une sanction n'est pas une mesure défavorable? Alors effectivement, il est vrai, et d'ailleurs votre cours n'a pas encore éclairci sa position sur cette question, que la mesure s'entend différemment de la sanction. C'est-à-dire que lorsque les textes mentionnent directement qu'une décision prise est une sanction, alors on constate quelle est une sanction. Cependant, il y a de nombreux cas où, où les règlements mentionnent uniquement des mesures, et auquel cas de telles mesures ont une précision, ont un degré de précision plus ou moins différente sur leur portée, sur effectivement la façon dont il faut l'entendre, et dans l'hypothèse où une mesure n'est pas directement qualifiée de sanction, nous avons considéré que cet article 41 n'était applicable qu'aux mesures et donc pas aux sanctions qui étaient qualifiées comme telles. L'article 41 ne dispose pas simplement d'une mesure, c'est une mesure défavorable. Effectivement. Vous faites une distinction entre une sanction et une mesure défavorable. Oui, effectivement, je suis bien d'accord. Une mesure défavorable peut par exemple être, admettons, une décision de refus d'obtenir quelque chose auquel on pourrait espérer prétendre, alors qu'une sanction se caractérise par une certaine idée de pénalité et de punition, un caractère en tout cas punitif de la mesure et non pas un caractère purement défavorable. Et en l'occurrence, l'exclusion d'un régime d'aide, ce n'est pas une sanction. L'exclusion du régime d'aide, justement, peut-être est considérée comme une sanction. C'est favorable. Non, je ne dirais pas que c'est favorable. Cependant, ça n'est pas défavorable, mais punitif. Et c'est vraiment sur cette distinction que nous considérons que cet article ne s'appliquait pas. Mais au demeurant, de toute façon, effectivement, l'État de Noé a appliqué cette contradiction avec l'association. Et l'article 41 de la Charte s'impose aux États membres? L'article 41 oui, s'applique aux États membres. J'ai une dernière question, enfin si vous êtes d'accord compte tenu de l'heure, et on aura posé 3 questions à chacune des parties. L'arrêt Cartésio a été évoqué de part et d'autre, me semble-t-il. J'aurais aimé avoir votre sentiment, votre position, plus que le sentiment, on va rester dans la raison, sur l'interprétation que donne l'association de l'arrêt Cartésio quant à la possibilité offerte aux juridictions, offerte par les ordres juridiques internes, la possibilité de prévoir un appel à l'égard des décisions de renvoi à la Cour de justice et les effets de ces décisions des juridictions supérieures sur les ordonnances de renvoi. Quelle est votre position à cet égard? Alors, considérant l'apport de l'arrêt Cartésio de 2008, nous estimons qu'il n'entre pas en contradiction avec la pratique interne procédurale de l'État de Noé, qui est le mécanisme d'appel d'une ordonnance de renvoi d'une juridiction de premier degré par une juridiction supérieure. Alors l'arrêt Cartésio a apporté quelques limites qui étaient la sécurité et la clarté juridique, mais contrairement à ce que prétend l'association Valeurs républicaines, il est possible de faire un appel d'une décision de renvoi d'une juridiction d'un degré inférieur, d'autant plus possible que si l'on reprend les textes fondamentaux et le traité TFUE, l'article 267 précise que la juridiction nationale peut et pas la juridiction nationale doit, ce qui laisse quand même une marge de manœuvre assez importante aux règles de procédure interne, qui fait partie de l'autonomie de procédurale interne, et ce traité ne fait mention d'aucune prohibition contre un tel mécanisme. Et à partir du moment où la juridiction supérieure casse, annule, comme vous voulez,
se prononce défavorablement à l'égard de l'ordonnance de renvoi, est-ce que la juridiction inférieure est tenue de retirer la question préjudicielle qu'elle a adressée à la Cour de justice? Alors, C'est sur ce point que finalement il serait intéressant d'avoir le point de vue. elle est en effet tenue de retirer ces questions, et c'était le point dans l'arrêt Cartésio, et c'est effectivement les faits de l'espèce sont déroulés de la même manière. La Cour suprême de Noé ordonne le retrait des questions préjudicielles, et nous sommes de cet avis. J'aimerais préciser aussi, juste une précision, effectivement, la Cour a effectivement ordonné cela. On s'étonne cependant de la position de la Cour administrative, parce que la première fois, elle a donc librement retiré ces questions, et la seconde fois, elle a refusé de le faire. Je me demande donc pourquoi elle ne l'a pas fait directement. Effectivement, si elle a pu se permettre cette liberté la seconde fois, c'est qu'elle considère qu'elle l'avait probablement la première fois. Et or, elle ne l'a pas fait à ce moment-là. Merci. Je vous remercie. L'audience est levée.